Bienvenue, Javier Lebowski. Tu es né en 1975 à Buenos Aires, tu as grandi en Israël et depuis 2007, tu vis à Paris. Tu es chercheur à l'INALCO, titulaire d'un doctorat en langue, littérature et société. Tu enseignes l'hébreu et également la langue et la culture judéo-espagnole. Je voudrais aussi signaler que tu es l'auteur d'œuvres de fiction publiées en France et en Argentine. Tu vas nous parler de quelque chose qui est assez peu connu, c'est-à-dire de l'immigration judéo-espagnole en Argentine. Les judéo-espagnols chassés d'Espagne en 1492, bon, s'installent où ils peuvent. Une partie s'installe dans le bassin ottoman et on les retrouve en Argentine, où ils arrivent entre la fin du 19e et le début des années 30. Cette histoire, tu dis, n'est même pas très connue en Argentine, où C'est la ça. communauté juive la plus importante est la communauté ashkénaze, ou alors des séfarades, mais venus, eux, peut-être, enfin, d'autres endroits en particulier d'Afrique du Nord. C'est à toi, je t'en prie. Ok, merci beaucoup Claire pour cette introduction et, et merci à vous tous d'être là ce soir. Avant de commencer, d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais vous raconter très brièvement en fait comment je suis arrivé en fait à ce sujet et comme peut-être certains sont en train de se dire, Leibuski, c'est un nom bien ashkénaze et ukrainien. Donc, comment ça se fait que je travaille sur la langue, la culture judéo-espagnole, etc. Alors, en fait, ma grand-mère paternelle était judéo-espagnole d'Izmir. Et elle est arrivée donc à cette période sur laquelle on va parler aujourd'hui en Argentine. Et, et moi, donc, étant à l'INALCO à l'époque, j'étais étudiant à l'INALCO à l'époque, et j'ai vu qu'on pouvait étudier le judéo-espagnol. Et comme ma grand-mère paternelle était décédée quand j'étais très très jeune et j'avais pas vraiment de souvenirs d'elle, j'ai pas eu vraiment un contact avec la langue judéo-espagnole, etc. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais étudier cette langue. Ça va être certainement facile parce que ça doit être un mélange d'espagnol et d'hébreu ou un truc comme ça. Et j'ai commencé à étudier donc la langue à l'INALCO avec Marie-Christine Born-Varol, que peut-être certains connaissent. Et c'est comme ça que, bon, j'ai commencé un master avec elle à l'époque. Et moi, je voulais travailler, je m'intéresse toujours plutôt à la langue, à la linguistique. Et je voulais en fait travailler sur les passages du judo-espagnol à l'espagnol argentin de cette migration. Donc j'étais parti en Argentine pour chercher un peu d'informations et j'ai rien trouvé à l'époque. Et tout le monde me disait que comme les langues, elles se ressemblent un peu, et très vite en fait, les gens ont quitté le judo-espagnol pour l'espagnol argentin, ou l'espagnol de Buenos Aires plutôt, pour être plus précis. Et plutôt que de me parler de la langue, les gens commençaient à me parler de leurs histoires d'émigration, comment eux, quand ils étaient tout petits, ou bien leurs parents sont arrivés d'Istanbul, d'Izmir, des îles grecques, etc. Et en fait, quand je suis revenu en France, j'étais fasciné pour ces histoires d'émigration et j'ai dit donc à ma directrice de l'époque, à Marie-Christine, que j'avais laissé de côté ces projets de travailler sur la langue et que je vais me focaliser sur ces récits d'émigration. Et donc voilà, les fruits de cette recherche a été publié en français en 2019 par un éditeur turc. Là, je me trouve en plein recherche d'un éditeur français pour rééditer ces livres en France parce que c'est trop compliqué de travailler avec un éditeur qui est aussi loin. Et il a été édité en espagnol on va dire que je l'ai réécrit en fait en espagnol parce qu'on l'a adapté, on l'a changé. En 2024, il a été publié en Argentine en espagnol.
Donc voilà, j'espère que bientôt il sera republié en français dans une version pareille, un peu augmentée, etc. Comme a dit Claire à l'introduction, en général, quand on entend parler de la communauté juive argentine, on pense assez régulièrement, assez souvent aux colonies agricoles établies et entretenues par les barons Maurice de Hirsch à travers la Jewish Colonization Association vers la fin du 19e siècle. Et représentant près de 80% des juifs argentins, la communauté ashkénaze est la plus connue et son immigration a été la plus étudiée. En ce qui concerne donc les groupes auxquels je me suis intéressé, ou de manière un peu plus générale, en ce qui concerne les juifs non ashkénazes, que souvent on les appelle séfarades, et je vais parler dans quelques instants de ces termes, il existe quelques études, mais aucune étude n'a accordé une attention particulière aux judo-espagnols d'Orient, en tant que groupe ayant une identité propre qui mérite une étude approfondie et dédiée. Tous les travaux existants traitent les thèmes séfarades comme s'il s'agissait d'un seul groupe homogène, partageant les mêmes traditions et la même culture. Cependant, il s'agit en réalité de groupes bien distincts, originaires des différentes régions géographiques, telles que l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman, avec encore à l'intérieur de l'Empire ottoman différentes origines aussi, de l'Italie, du Proche, de l'Extrême-Orient, etc. En l'absence d'une organisation de colonisation telle que pour les Juifs ashkénazes, que la Jewish Colonization Association, et l'émigration des judo-espagnols vers l'Argentine s'est faite à titre individuel, ce qui rend difficile sa reconstitution. La grande confusion qui règne autour des définitions des Juifs provenant des différentes zones géographiques a également constitué un obstacle à la différenciation des immigrants juifs d'origines diverses. Alors, on va parler un petit peu de ce terme séfarade qui est principalement utilisé pour décrire les non-ashkénazes, mais il pose une série de problèmes. Signifiant espagnol en hébreu, ce terme était à l'origine utilisé pour définir les juifs résidant en Espagne. Après l'expulsion de 1492, et leur installation parmi d'autres communautés juives en Afrique du Nord ou en Orient, les termes s'est peu à peu généralisés pour désigner tous ceux qui n'étaient pas ashkénazes. La population sur laquelle donc je vais parler aujourd'hui et sur laquelle j'ai travaillé, je vais les appeler judo-espagnols d'Orient, et ce sont les descendants des juifs expulsés d'Espagne qui s'étaient installés dans les territoires de l'Empire ottoman, et dont la langue vernaculaire est le judo-espagnol ou le ladino. Et je ne vais pas ouvrir le débat sur la dénomination de cette langue, et je vais l'appeler ici judo-espagnol, mais sachez que beaucoup de locuteurs de cette langue l'appellent ladino. Ma grand-mère, par exemple, l'appelait ladino. Mais bon, c'est un autre sujet. En ce qui concerne l'immigration juive en Argentine, nous distinguerons d'une part les judo-espagnols d'Orient, que je viens de mentionner, et d'autre part les juifs marocains, qui sont également considérés comme judo-espagnols, mais dont la zone géographique et culturelle est considérablement différente de celle d'Orient. Et enfin, nous allons trouver aussi, dans ces groupes non-ashkénazes qui ont immigré en Argentine, des juifs arabes, principalement syriens, originaires de Damas et d'Alep. Cette présentation commence en 1876 avec l'arrivée des premiers juifs non-ashkénazes en Argentine, les Marocains, à un moment crucial de la jeune République, alors que les portes étaient largement ouvertes pour accueillir les immigrants. La présentation se termine en 1930, année qui marque la fin de la grande vague d'immigration judo-espagnole en Argentine. Il y a eu des vagues supplémentaires après 1930, mais elles étaient plus petites. Alors, faute de temps, je ne vais pas analyser ici en profondeur les raisons qui ont poussé les judo-espagnols à quitter l'Empire ottoman. Pour cela, je vous renvoie à mon livre. Mais très brièvement, nous pouvons mentionner l'antisémitisme qui émergeait dans les nouveaux États-nations chrétiens à mesure que les Ottomans reculaient, ce qui entraînait également une fragmentation du bloc judo-espagnol,
Vous savez qu'au fur et à mesure que les États-nations naissent, la communauté juive commence à se fragmenter et à se retrouver parfois dans des pays qui étaient désormais ennemis. Une autre raison pourrait être la modernisation des communautés, avec entre autres l'ouverture des écoles de l'Alliance israélite universelle, qu'on vient de mentionner il y a quelques minutes, à partir de 1862, qui a ouvert une fenêtre sur l'Occident et a diffusé des nouvelles du Nouveau Monde. Il y a eu également les périodes économiques très difficiles qui poussèrent les Juifs à chercher de nouveaux horizons, en plus des nombreux bouleversements qui a connu l'Empire ottoman, tels que la révolution des gens turcs, les guerres balkaniques, la Première Guerre mondiale et ensuite la création de la République. Plusieurs témoignages ont également mentionné l'obligation de servir dans l'armée ottomane, chose que avant, pour les minorités, n'était pas obligatoire. Dès le début de la révolution de mai de 1810 en Argentine, les fondateurs de la République avaient l'intention de peupler les pays. Dès 1810, le gouvernement provisoire invitait, je cite, les Anglais, les Portugais et les autres étrangers qui ne sont pas en guerre avec nous à s'installer en Argentine. En 1812, le gouvernement dirigé par le libéral Bernardino Rivadavia promettait, je cite, la jouissance de tous les droits accordés à un homme dans une société aux immigrants de toute nationalité. En 1823, en tant que gouverneur de la province de Buenos Aires, Rivadavia adopta une politique de promotion active de l'immigration. Si le gouvernement encourageait principalement l'immigration en provenance d'Europe centrale et du Nord, l'entrée dans les pays n'était pas interdite aux immigrants d'autres régions, je cite, moins souhaitées, selon sa définition. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on observe une immigration en provenance d'Europe de l'Est, parmi laquelle se trouvaient les premiers juifs ashkénazes, notamment en 1888, avec l'arrivée du navire Weser. En 1876, année de l'arrivée des premiers immigrants juifs non ashkénazes, la loi dite Ley Avellaneda a régularisé le processus d'absorption des immigrants en Argentine. À cela s'ajoutait la liberté de culte, le fait que l'Argentine était loin des conflits armés en Europe et dans l'Empire ottoman, et bien sûr la langue. Une structure construite à cet effet, l'hôtel des immigrants, situé dans les ports de Buenos Aires, devait les accueillir et leur fournir des vêtements et de la nourriture pendant les premiers jours suivant leur arrivée. Les immigrants recevaient également des billets de train pour se rendre à leur destination finale s'ils se dirigeaient vers l'intérieur du pays. L'hôtel des immigrants était géré par le département de l'immigration. C'était un grand bâtiment construit en bois avec un toit en tôle. Donc nous voyons ici la salle principale. Bien que les conditions sanitaires fussent précaires, il offrait un toit et de la nourriture aux nouveaux arrivants. Les dortoirs, qu'on voit ici aussi sur les images, étaient une grande salle avec des lits superposés. La période comprise entre 1880 et 1930 a été caractérisée par un flux constant et important d'immigrants vers l'Argentine. Les chiffres montrent un total de 3 millions d'immigrants au cours de ces 5 décennies. D'après les données disponibles, on observe une nette progression de l'immigration juive en Argentine au cours de la période étudiée. Ces chiffres reflètent l'immigration juive totale sans distinction d'origine. On passe de 1572 juifs en 1888 à près de 230 000 vers 1930. Il convient de noter que dans le cas de Buenos Aires, les judo-espagnols d'Orient représentaient 4,5% de la population juive totale vers la fin de la période étudiée, donc environ 10 000 personnes, contre 82,6% des juifs ashkénazes, originaires donc d'Europe centrale et orientale. Le premier judo-espagnol d'Orient arrivé à Buenos Aires s'installe dans le centre-ville, tout près du port.
Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui connaissent la ville de Buenos Aires. Là, c'est une carte actuelle, mais on arrive à repérer donc les fleuves, le Rio de la Plata, et ici, encerclé en rouge, ce qui correspond au centre-ville à l'époque et encore aujourd'hui. Bien que l'immigration judo-espagnole était donc de nature familiale, elle s'est déroulée en plusieurs étapes. Les premiers immigrants étaient pour la plupart des jeunes hommes célibataires. Ils louaient des chambres en groupe jusqu'à ce qu'ils atteignaient une certaine stabilité financière. Ils ouvraient leur propre commerce où ils trouvaient un meilleur logement. Peu à peu, leur famille les rejoignait. En général, les choix des lieux de résidence étaient principalement influencés par les opportunités d'emploi, mais aussi par la présence des parents, d'amis ou même des personnes de la même origine géographique. Chaque groupe, comme on va voir dans quelques instants, fondait ses propres institutions communautaires pour aider ses membres, prier avec eux et être enterrés parmi les siens. Ainsi, les modèles d'installation à Buenos Aires ressemblaient à celui de leur terre d'origine. La plupart des judo espagnols installés dans ces quartiers du centre-ville étaient des vendeurs ambulants. Avec le temps, certains ont réussi à ouvrir un commerce où ils vendaient principalement des tissus. En ce qui concerne les cultes religieux, les premiers offices étaient célébrés dans des maisons privées. En 1905, la première synagogue judo-espagnole de Buenos Aires, Etz Chaim, des Juifs de Smyrne et d'Istanbul, a été fondée au premier étage d'une modeste maison située dans le quartier. Cette synagogue comptait également une association féminine appelée El Socorro, fondée en 1908, dont l'objectif était d'aider les plus démunis de la communauté. Dans le même quartier, les Juifs originaires de Rhodes ont ouvert leur propre synagogue Bnei Tzion. La communauté, fondée en juin de 1917, ne comptait initialement que 20 membres. Vers 1920, donc 3 ans plus tard, ils étaient déjà 200. En 1917, Bnei Tzion a également inauguré une association caritative, la Union, dédiée à l'aide aux personnes dans les besoins et à la promotion de l'union entre les différents groupes juifs. La communauté du centre-ville s'est développée jusqu'à la crise économique de 1930, qui a marqué donc les débuts du déclin de toutes ces communautés du centre-ville. Les centres-villes à cette époque-là s'est appauvri et les familles juives qui avaient déjà, bien avant 1930, commencé à déménager dans d'autres quartiers, quittent définitivement les quartiers du centre et rejoignent les autres communautés qui avaient déjà commencé à s'installer dans les différents quartiers qu'on va voir maintenant. Alors, jusqu'aux années 1880, on va parler du quartier judo-espagnol par excellence à Buenos Aires, Villa Crespo. Donc, jusqu'aux années 1880, les terres sur lesquelles ce quartier a été construit se trouvaient à la limite de la ville et constituaient une zone marécageuse traversée par les ruisseaux Maldonado. C'était une région inhabitée et même dangereuse, comme le montrent plusieurs tangos composés sur les faubourgs et les bidonvilles qui existaient dans les environs. Vous avez un petit exemple sur l'écran d'un tango qui s'appelle justement Villa Crespo, qui est assez connu de Celedonio Flores. Alors je vais vous le lire en lunfardo. Lunfardo, c'est la langue particulière du tango, qui n'est pas la langue de tous les jours. Barrio Pirigundín, barrio malevo donde aprendí a mancar la vida maula en mis días papuzos de Purrete, Compadrito y Piernún, Callao y Taura. Ce qui veut dire plus ou moins une traduction approximative, quartier maison close, quartier bagarreur, où j'ai appris l'échec et la vie lâche dans mes beaux jours de gamin, coquet et dressé, silencieux et audacieux. Il n'y a pas de traduction. Compadrito, c'est un des personnages du tango et de l'époque. Et je vous renvoie il y a un livre qui est très intéressant, ce sont 4 conférences qu'a donné Jorge Luis Borges sur les tangos. C'est un tout petit livre qui a été traduit en français. Et là, il explique qu'est-ce que c'est le compadrito, donc si ça vous intéresse. Vers 1885,
ces sites de Villa Crespo commencent à être convoités par les industries du cuir et de la chaussure, car la ville de Buenos Aires manquait de terrain et l'Argentine était en plein développement industriel. La proximité du ruisseau Maldonado était également positive car il servait à évacuer les déchets. Je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas d'accord avec ça, mais vers la fin du 19e siècle, l'usine nationale de chaussures s'installa dans les quartiers, suivie en 1901 par la tannerie La Fédérale. Ces deux industries devinrent un pôle d'attraction pour ceux qui cherchaient du travail, ce qui transforma profondément les caractères du quartier. Bon, tant qu'on y est, je vais vous lire un extrait d'un autre tango qui s'appelle Cuna de Tango, et regardez ce qu'il dit. El viejo farol de la esquina de luz mortecina me dice que es cierto que el tango nació en Villa Crespo. Le vieux lampadaire au coin de la rue avec sa lumière mourante me dit que c'est vrai, que le tango est né à Villa Crespo. Parce qu'il n'y a pas que la France, l'Uruguay et l'Argentine qui se disputent la naissance du tango, il y a aussi les différents quartiers de Buenos Aires qui se disputent. Et d'où vient le tango? Donc voilà un tango qui nous indique qu'il est né dans ces quartiers. Donc cette usine de chaussures qui s'installe à Villa Crespo, qui cherche à loger ses ouvriers à proximité, commence la construction des logements très particuliers, avec un long couloir central et de petites pièces sur les côtés, qu'on les appelle conventillos. De nouvelles rues ont également été tracées pour faciliter l'accès au quartier naissant. Les nouveaux immigrants s'installèrent dans ces maisons collectives où chaque famille occupait une chambre et partageait une cuisine et une salle de bain pour tout l'immeuble. Ces lieux devinrent des espaces de cohabitation entre les différents groupes migratoires. Plus tard, je vais parler un petit peu de ces maisons. Enfin, l'apparition du tramway en 1897 a contribué au développement du quartier en le reliant au centre-ville. Comme d'autres groupes d'immigrants, les Juifs ont commencé donc à s'installer dans ces quartiers de Villa Crespo pour profiter des opportunités d'emploi et de logement. Les Juifs ashkénazes se sont installés le premier, suivis par les Juifs d'origine turque et balkanique. Vers 1930, donc la fin de la période étudiée, on comptait environ 30 000 Juifs dans les quartiers, de toute origine confondue. La plupart des immigrants juifs étaient des ouvriers, des tailleurs, des charpentiers, des tisserands et des vendeurs ambulants, connus sous le nom de Cuenteniks, qui parcouraient les quartiers à pied pour vendre leurs produits. Plus tard, ils ont pu s'acheter des vélos et finalement ouvrir leur propre commerce. Les Juifs d'origine d'Izmir ont commencé à se concentrer dans les quartiers de Villa Crespo. Selon les témoignages de Marcos Emmanuel, un dirigeant communautaire, les premières familles s'y sont installées en 1911. D'autres groupes judo-espagnols, comme ceux venus d'Istanbul et de Rhodes, ainsi qu'un petit groupe arrivé de Jérusalem, ont choisi d'autres quartiers. On en parlera plus tard. Le frère de Marcos, David Emmanuel, raconte, je cite, « Quand mon père est arrivé à Buenos Aires en 1911, ces quartiers étaient encore en dehors de la ville. Il y avait peu de maisons et il était peu peuplé. Il y avait des foires aux chevaux. Quand mon père est arrivé d'Izmir, il a ouvert un petit magasin et il vendait de tout, des montres, pistolets, pantalons, à tous ceux qui fréquentaient cette zone. » Le père de David et Marcos avait écrit les mots Shaddai, qui est un des noms des dieux, sur la vitrine du magasin. Et selon leur témoignage, c'est à partir d'une petite histoire liée à ces mots que la première communauté judo-espagnole à Villa Crespo est née. Je cite, « Un homme appelé Israël Kalomiti est passé un jour à côté du magasin, et il vit les mots Shaddai sur la vitrine. Il est entré et il demanda, « Êtes-vous juif ?» Quand mon père a répondu par l'affirmatif, il lui a dit, « J'ai apporté avec moi d'Izmir un Sefer Torah, mais il n'y a pas de communauté ici. J'ai juste une petite chambre, et je n'ai donc pas de la place pour le livre. » Mon père, qui avait loué une grande maison, lui a proposé de les garder chez nous. Et c'est ainsi que petit à petit, des Juifs commencèrent à passer par la maison. Ces premiers offices religieux ont été célébrés dans cette pièce jusqu'en 1914, date à laquelle le premier temple a été fondé. Ce temple s'appelait Kahal Kadosh et Talmud Torah, la Hermandad Sephardi, ce qui a attiré davantage des Juifs de la même origine.
En ce qui concerne les chacham, les rabbins, il convient de noter que la communauté judo-espagnole n'a pas son propre rabbin avant la fin des années 1920. Elle restait fidèle aux rabbins de ses villes d'origine dans l'Empire ottoman. Ainsi, lorsqu'un rabbin mourait dans une de ces villes, des offices étaient célébrés en sa mémoire à Buenos Aires. Dans ces communautés, ce sont les dignitaires qui établissaient les règles. Souvent, un dirigeant était appelé rabbin, même s'il ne l'était pas officiellement, simplement parce qu'il était chargé d'organiser les mariages, les circoncisions et enseigner dans le Talmud Torah. Mais pour les questions religieuses, les juifs et turcs préféraient consulter le rabbin Samuel Khalfon, grand rabbin de la ville. En ce qui concerne les relations avec les non-juifs, selon les témoignages, les différentes communautés partageaient des moments festifs et religieux dans des réfectoires et des cours. On voyait souvent des juifs non ashkénazes, ça ce sont des choses que des témoins m'ont racontées, peut-être un tout petit peu idéalisées. On voyait souvent des juifs non ashkénazes lors des baptêmes et des communions, et des non-juifs lors des fêtes juives, brit milah, bar mitzvah, etc. Les enfants jouaient ensemble, quelle que soit l'origine ou la condition sociale et religieuse de leurs parents. Mais dans les recherches d'Adriana Brodsky, une chercheuse argentine qui habite aux États-Unis, j'ai trouvé une information intéressante à ce sujet. Elle cite un extrait du journal juif argentin de 1930, La Luz, qui décrit la célébration du 25 mai, donc c'est une fête nationale d'Argentine, et dans la communauté donc, de Villa Crespo, la communauté judo-espagnole de Villa Crespo. Je cite, la célébration commença par un discours du président de la communauté, Aaron Levy. Après avoir chanté l'hymne national argentin, un fonctionnaire municipal, Remigio Iriondo, a prononcé un discours patriotique sur la révolution de mai. Après le discours, les invités sont allés dans les classes où la commission des femmes a distribué aux enfants des vêtements offerts par Chami et Alderoki, Yochai et Akresh, qui étaient des grands magasins judo-espagnols d'ailleurs, des vêtements. Alors, il y a une histoire une personne, un monsieur très très gentil qui était très touchant, et sa mère venait d'Izmir, et il me parlait, il me racontait plein d'histoires, et c'était intéressant parce que quand il me racontait ses souvenirs d'enfance, il commençait à parler avec un accent judo-espagnol. Il ne parlait pas le judo-espagnol, il parlait en espagnol porteño, argentin, mais il prenait un accent judo-espagnol. C'était très touchant. Et il m'a raconté une histoire incroyable, et avec donc ces tangueros que vous voyez sur l'écran, je ne sais pas si quelqu'un aime les tangos, alors il certainement les connaît, Aníbal Troilo ou Pichuco, et c'était un des plus grands bandoneonistes en Argentine. Et donc ce monsieur était marié à une judo-espagnole originaire d'Hérode, qui s'appelait Ida Duduy Kalachi, et qui était plus connue sous son pseudonyme Zita. Elle est arrivée en Argentine vers la fin des années 1920. Elle a eu une relation tumultueuse avec Troilo, notamment en raison des excès de ce dernier. Et donc je vais vous raconter cette anecdote de ce monsieur qui s'appelle Salvador Alalouf. Et je vais citer directement ce qu'il m'a dit. Mon père avait son commerce dans la rue Gurruchaga à Villa Crespo. À côté, il y avait un grand immeuble, donc un convention de ces grandes maisons d'habitation. 2 fois par semaine, je voyais arriver une voiture qui s'arrêtait devant les magasins. Un homme très gros et sympathique en descendait. Il demandait à mon père, « Comment ça va, Turco ?» Et mon père lui répondait, « Comment ça va, Gordo ?» À chaque fois, le gros monsieur me demandait d'aller à la maison voisine pour appeler la Turca, sa petite amie. Des années plus tard, je ne l'ai plus revu. Quand j'avais 17 ans, j'allais souvent danser les tangos. Un soir, je suis arrivé dans un club où il n'y avait pas de danse, mais un orchestre. Et qui ai-je vu sur scène? C'était le gros monsieur qui venait parler à mon père. J'ai crié « Gordo !» et il m'a répondu « Comment vas-tu, jeune homme? Comment va ton père ?» Un homme dans le public, à côté de moi, m'a demandé « Tu les connais ?» Bien sûr, c'est un ami de mon père. Tu sais qui c'est? Non, c'est Aníbal Troilo.
Il y a eu beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui ont insisté sur ce type d'anecdotes et ce qui montre l'importance de ces immigrés pour l'adoption de la culture locale. Cela reflète aussi l'importance qu'ils accordent à leur héritage chanté, fondamental dans la culture judo-espagnole, à leur culture musicale, vocale et à la plasticité de leur répertoire. Les thèmes des tangos s'apparentent à la chanson lyrique judo-espagnole et surtout au rebetiko, un genre musical urbain grec populaire qui s'est développé notamment à Smyrne au début du XXe siècle. Vers 1918, la synagogue, donc la synagogue judo-espagnole de Villa Crespo, déménage dans un nouveau bâtiment et entame les démarches légales pour acquérir un terrain. La communauté changea de nom et en 1919 devint la communauté israélite séfarade de Buenos Aires. Marcos Emmanuel raconte: Nous n'avions pas d'argent, comment faire pour acheter un terrain? Nous avons envoyé des commissionnaires pour parler avec les commerçants, les vendeurs de rue, et nous avons réuni ce que nous avons pu. Les femmes rendaient visite aux locataires en annonçant « Nous allons acheter notre propre synagogue ». Et c'est ainsi que, peso par peso, nous sommes arrivés à avoir la somme nécessaire. Des lettres signées par les rabbins d'Argentine, donc Samuel Khalfon, que j'ai mentionné tout à l'heure, ont été envoyées à des villes de l'intérieur du pays et à l'étranger afin de collecter des fonds. Finalement, le 21 septembre 1919, la grande synagogue qui existe encore aujourd'hui, à la rue Camargo, a été inaugurée. 10 ans plus tard, un article publié dans le magazine Israël, le 25 octobre 1929, indiquait que la communauté comptait déjà 800 membres. Entre parenthèses, c'est la synagogue où mes parents se sont mariés. Une autre institution importante du quartier était le club social israélite Sepharad, qui a été fondé en 1922. Selon Marcos Emmanuel, vous allez voir beaucoup ces noms parce qu'il était mêlé dans toutes les affaires de la communauté judo-espagnole. La raison principale de la fondation de ces clubs était que les seuls divertissements à l'époque étaient les bals. Comme nous allions presque tous les samedis soirs au bal ashkénaze dans les clubs italiens, nous nous sommes alors dit un jour: pourquoi ne pas avoir un club à nous? Quand le club a été fondé, l'enthousiasme était débordant, indescriptible. On faisait des réunions au cours desquelles on dansait au moins une fois par mois. Chaque réunion commençait par une conférence culturelle. En général, les limites des communautés et donc l'accès aux différents clubs et institutions étaient bien définies. Pour être admis, il fallait être présenté par un membre existant pour, je cite, garantir la bonne conduite et la bonne réputation. Ces clubs étaient en fait une grande maison louée où l'on écoutait de la musique, on jouait aux cartes et on pouvait manger. Et parfois, l'espace était loué aussi pour célébrer des mariages. Les hommes et femmes se rendaient pour danser et retrouver des amis. Selon donc cette même source, Marcos Emmanuel, au début le public était assez religieux, mais avec le temps, les idées laïques ont gagné du terrain. Cependant, selon lui toujours, les coutumes juives ont toujours été respectées et l'objectif constant était que les jeunes maintiennent les liens avec le judaïsme et se marient au sein du groupe, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne les associations caritatives du quartier, on trouve l'association israélita Pro Medicamentos, que donc vers la fin de la période étudiée, les années 1930, disposait déjà de son propre cabinet médical dans le quartier. Son objectif était de fournir des médicaments et une assistance médicale aux foyers les plus modestes de la communauté. Alors, notre ami Marcos Emmanuel était également l'un des fondateurs de cette association. Je cite: « Nous étions 10 jeunes et nous sortîmes tous les dimanches demander 10 centimes à chaque personne pour acheter des médicaments. J'étais le trésorier à l'époque. Alors, quand nous savions que quelqu'un était malade, nous l'envoyions à la pharmacie du coin de la rue, avec une ordonnance signée par nous-mêmes. À la pharmacie, ils savaient que si l'ordonnance était signée par nous, il fallait donner les médicaments gratuitement. Une fois par mois, nous payons les médicaments à la pharmacie. » Un autre témoignage m'a parlé des 5 médecins qui offraient des consultations gratuites. Et à une époque, il y avait même un appareil de radioscopie et un ophtalmologue.
Donc c'était plutôt bien installé. On va parler un petit peu maintenant de ces maisons que je vous ai décrites tout à l'heure, les conventillos. Et là, c'était donc le monde de la famille où la culture judo-espagnole était très présente. Et comme j'ai mentionné précédemment, les conventillos comptaient donc 2 ou 3 étages avec des longs couloirs qui entouraient 1 ou 2 cours intérieures. Dans les couloirs, il y avait une série d'appartements d'1 ou 2 pièces maximum. Chaque pièce accueillait 1 ou 2 familles d'immigrants. La cuisine, la salle de bain et la buanderie étaient communes à tous les habitants. Vers 1887, environ 80 000 personnes vivaient dans des conventillos à Buenos Aires, donc un peu plus du 25% de la population à l'époque. En 1904, ce pourcentage était tombé à 14. Eleonora Noga Alberti, une chanteuse spécialiste de la musique traditionnelle judo-espagnole, raconte: les femmes séfarades se réunissaient entre elles. Elles chantaient dans la cuisine pendant qu'elles faisaient les tâches ménagères ou seulement pour s'amuser. Les hommes sortaient et elles restaient avec les enfants. Les femmes se sont familiarisées avec les romances. Ce sont elles qui les ont le mieux conservées. Dans le cadre de la vie communautaire, les femmes jouaient un rôle central dans les associations philanthropiques. Celles-ci se concentraient notamment sur la construction des synagogues et des salles pour les événements sociaux. Ce fut le cas de la communauté de Villa Crespo, qui acheta les terrains de la rue Camargo où fut construite la synagogue. Loin de leur terre d'origine et d'une autorité rabbinique ou communautaire, la philanthropie est devenue le pivot autour duquel tournait la vie communautaire. Comme les communautés non ashkénazes étaient beaucoup plus petites que les communautés ashkénazes, il leur était plus facile aussi de redistribuer l'argent entre les nécessiteux. C'est pourquoi l'action philanthropique était l'identité même de la communauté. Et comme ce sont les femmes qui les géraient, elles se sont placées au centre de la vie communautaire. Les femmes ont trouvé dans l'organisation d'événements sociaux leur place dans la vie communautaire et une occasion d'affirmer leur identité juive. Alors, on va parler aussi d'une autre institution du quartier qui est liée à l'histoire judo-espagnole, les cafés Izmir. Alors, curieusement, l'histoire de ces cafés Izmir est liée à celle d'un autre café légendaire de Buenos Aires. Pour ceux qui ont visité Buenos Aires, vous connaissez certainement le café Tortoni, qui a été fondé en 1858 par un Français, Jean Touin, et qui a été à l'époque fréquenté par les intellectuels et les politiciens de la ville, aujourd'hui presque exclusivement par des touristes. Les propriétaires du café Izmir, Rafael Alejandro Alboger, que nous voyons sur l'écran, était le fils aîné d'une famille juive de Smyrne. À Smyrne, il était cireur de chaussures. Il arrive en Argentine quand il avait 18 ans, s'installe dans les centres-villes et commence à travailler dans le café Tortoni comme cireur de chaussures. Avec le temps, il devient serveur et un peu plus tard, il va quitter ce café Tortoni pour prendre la direction du café Izmir dans le quartier de Villa Crespo. Et il dirige ce café pendant 25 ans. Alors, un journaliste argentin, Carlos Schwarzer, qui a beaucoup travaillé sur ces personnages, sur ces cafés, il décrit la personnalité particulière de Rafael Alejandro. C'était un homme qui inspirait le respect et à la fois était très sympathique. On voyait qu'il avait une grande expérience de vie. Au comptoir du café, on pouvait apprendre toutes les nouvelles, les bonnes et les mauvaises. Alejandro Rafael donnait toujours des conseils. Il avait une présence difficile à décrire, aucun détail ne lui échappait. Il entretenait également de très bonnes relations avec la police, qu'il sollicitait parfois pour aider un membre de la communauté arrêté ou un immigrant sans papier. Le café est devenu célèbre pour son ambiance, sa cuisine et ses soirées festives. Les hommes jouaient aux cartes et aux tavli, les backgammon, écoutaient de la musique orientale, buvaient du raki et mangeaient des plats orientaux. Le local était équipé d'un long comptoir, des tables rectangulaires et des chaises du style viennois. Les murs étaient décorés d'arabesques, des dessins de palmiers et des danseuses. Le café était un îlot de culture judo-espagnole dans la ville et un lieu important pour la diversité culturelle. Il était considéré comme une partie essentielle de Buenos Aires et a été reconnu comme l'un des cafés importants de la ville par la Commission pour la protection et promotion des cafés.
et il a fermé définitivement en 2000, donc il a quand même existé pas mal de temps. Ce café apparaît aussi dans une des grandes œuvres de la littérature argentine, Adam Buenos Aires de Leopoldo Marechal. De nombreux épisodes de ces romans se déroulent au café Izmir ou dans la rue Gurruchaga. Je vais vous lire un petit extrait. Et les trois hommes occupaient une table du café Izmir. Et leur discussion en langue syrienne se confondait avec des voix de même timbre, dans cette enceinte saturée d'anis et de tabac fort. Près de la vitre, un musicien absorbé pensait comme un songe les cordes d'une cithare noire à incrustation de nacre. Au fond, les rideaux élevés par le bas diffusaient un intérieur brumeux, où, au centre, sur un tapis jaune, s'élevait un haut narguilé, d'où sortaient 4 tubes qui, assurément, parvenaient à autant de fumeurs invisibles. Je pense que ces passages expriment clairement l'atmosphère de ces cafés et correspondent à la perfection aux descriptions que j'ai trouvées dans des documents et des témoignages directs. Le passage sur la discussion en langue syrienne est intéressant. Il pourrait s'agir du turc ou de l'hébreu, peut-être du judo-espagnol. Cette confusion correspond à ce que j'ai pu observer dans les archives navales argentines, où les passagers judo-espagnols apparaissent parfois comme turcs, syriens, arméniens ou lévantins. Souvent, une seule personne peut obtenir tous ces adjectifs à la fois, comme ce fut le cas de ma grand-mère paternelle. On va passer maintenant brièvement aux autres quartiers où il y avait une présence judo-espagnole. Donc, un autre quartier important était le quartier de Flores. Et Flores, donc, qui est un quartier au centre-ouest de la ville de Buenos Aires. Et un peu comme Villa Crespo en 1887, le quartier de Flores, qui jusqu'alors se trouvait en dehors de la ville, a été intégré à la capitale et voit sa population se multiplier. Les premiers immigrants judo-espagnols s'y sont installés dans les années 1920, probablement en suivant le développement à l'ouest de Buenos Aires. Il y avait notamment des juifs originaires d'Izmir et d'Aydin. Alors, comme dans d'autres quartiers, les services religieux et les fêtes étaient initialement célébrés dans des maisons privées. Au fil du temps, ce groupe de juifs judo-espagnols trouve une maison de 8 pièces et la communauté a choisi le nom de Ahavat Achim. Lorsque la communauté a commencé à s'agrandir et que sa situation économique s'est améliorée, les lieux de culte se déménagent dans une maison près de là qui était plus grande. Comme les autres communautés, à côté de la synagogue, ils ouvrent également un centre culturel qui s'appelait l'Union de la jeunesse israélite de Flores, où étaient organisés des bals et des réunions pour les jeunes. Donc, à peu près le même système qu'on a vu tout à l'heure. À mesure que la situation économique des immigrants s'améliorait, la communauté grandissait. Elle commence à organiser des activités récréatives, des jeux de cartes et des sports pour ses membres. Mais en raison de cette mobilité sociale ascendante, certains ont commencé à déménager dans d'autres quartiers, abandonnant peu à peu la communauté. Les personnes rares qui sont restées dans les quartiers étaient issues d'un milieu socio-économique défavorisé et les dirigeants de l'institution étaient les enfants ou les proches des membres fondateurs qui ne conservaient qu'un lien affectif avec la communauté, ce qui a entraîné une perte de leadership institutionnel. Compte tenu de la forte présence ashkénaze dans les quartiers de Flores, c'est un quartier où il y a encore aujourd'hui une très très grande communauté orthodoxe ashkénaze, les temples de cette communauté commencent à attirer certains juifs ashkénazes. Et cette présence ashkénaze est considérée comme une invasion par les dirigeants judo-espagnols. Comme ils craignaient que les ashkénazes finissent par rejoindre le conseil d'administration et que finalement le remplacent, ils décident de fermer l'institution. Si vous voulez, après, j'ai d'autres histoires comme ça, un peu terribles, sur les liens entre ashkénazes et judo-espagnols. On va passer à un autre quartier, donc au quartier de Colegiales, plutôt au nord de la capitale.
Et c'était à l'époque en fait une des destinations de vacances pour les étudiants. C'est pourquoi il s'appelle colegiales, donc les collégiens, et qui devient rapidement un quartier résidentiel composé de maisons basses. Il est comme ça encore aujourd'hui, un très beau quartier. Les premiers immigrants judo-espagnols sont originaires des îles de la mer Égée, principalement Rhodes, Chios et Kos, et ils arrivent en début du XXe siècle. Il s'agissait de jeunes qui accompagnaient leurs familles ou des groupes d'amis venus chercher du travail. Au début, ils s'étaient installés au centre-ville comme les autres, mais au fur et à mesure, donc j'ai mentionné que les Juifs de Rhodes avaient établi une synagogue, Bnei Tzion, mais ils commencent à se déplacer progressivement vers le nord de la ville, donc les quartiers de Colegiales et quelques autres quartiers autour. La principale motivation était de maintenir les mariages au sein du cercle de leur lieu d'origine, et aussi probablement en raison des dissensions avec d'autres juifs d'origine ottomane. Salomon Notrika, qui est un Argentin né à Buenos Aires, des parents originaires de Rhodes, se souvient de cet événement. Peut-être parce que les gens virent qu'une personne déménageait à Colegiales, puis une autre, puis encore une autre, que finalement tout le monde est parti à Colegiales. Au début, nous étions ensemble avec les Juifs d'Izmir et d'Istanbul. Nous avons presque le même rite. Mais je me souviens qu'un jour, mon oncle, Asher Al-Khadef, voulait lire la Haftara et on ne l'a pas laissé faire. Il s'est alors mis en colère et a formé un groupe à part, constitué exclusivement des Juifs de Rhodes. Et c'est ainsi que cette communauté est née. En 1929, donc, est créé le centre culturel et récréatif Shalom. Et en 1937, un peu plus tard, lorsqu'il obtient la personnalité juridique, il devient la société israélite séfarade Shalom. Il a reçu ce nom en hommage au temple Shalom de Rhodes. Alors, je vais vous citer encore un membre de cette communauté, José Tariqa. L'institution Shalom est née en 1929, mais nous n'avions pas un lieu fixe. Dans les années 30, mon père gagna la loterie. Et avec cet argent, donc il acheta une maison dans la zone des Colegiales. C'était une très belle maison dans laquelle les groupes Shalom se réunissaient pour les offices de prière. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1935 ou 1937, que le même groupe soutient l'idée de créer une vraie synagogue Shalom. Ils reçurent un terrain sous forme de dôme pour bâtir l'immeuble qui existe encore de nos jours. Dans les premières années, la communauté n'avait pas de rabbin. On a déjà parlé de cette histoire des rabbins. Donc, au cours des premières années, la communauté choisissait à chaque fois un volontaire pour chanter, pour mener les offices et pour lire la Torah en Shabbat, les samedis matins. Parallèlement, ils font eux aussi une association caritative féminine, la Union, afin d'aider les familles les plus pauvres. Le journal La Luz rapportait que lors des fêtes nationales et juives, des vêtements et de la nourriture étaient distribués aux pauvres. Une aide financière était également fournie et, je cite, aucune misère n'était laissée sans réponse grâce à la solidarité. Enfin, les deux derniers groupes, alors, dans le quartier d'Almagro, qui est un quartier qui est plus proche du centre-ville, il y a eu des Juifs d'Istanbul, Constantinople, qui s'étaient regroupés. Cette communauté, elle est fondée vers 1930, donc vers la fin de la période étudiée. Mais j'ai pu trouver vraiment très très peu d'informations sur ces groupes. Et vraiment juste l'adresse de la synagogue, qui est la rue Salguero, où se trouve aujourd'hui les centres de recherche et de diffusion de la culture séfarade, Sidiksef, qui est les principales, ou les seules peut-être, la seule organisation qui s'occupe un peu de la recherche sur la culture séfarade en général, pas seulement judo-espagnol. Et enfin, un petit groupe très intéressant qu'on les appelait les Yerushalmim, qui étaient des Juifs venus de Palestine. Et donc c'était des personnes qui venaient de Jérusalem, de Safed, de Tibériade ou de Hébron. Et la plupart étaient des judo-espagnols, donc ils parlaient le judo-espagnol, et c'était en plus les seuls à parler l'hébreu.
Au début, ils étaient ensemble avec la communauté d'Alep, dans la communauté syrienne, mais un peu plus tard, vers 1920, ils se séparent et ils vont créer leur propre synagogue dans un quartier qui s'appelle Valvanera ou Once, qui est un des quartiers juifs par excellence de Buenos Aires. Mais pareil, j'ai trouvé vraiment très très peu d'informations sur ces groupes. Et donc ces deux derniers groupes, ça reste encore à creuser, à chercher. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer quelques photos personnelles de ma famille, donc que j'ai trouvées chez une cousine de mon père. Donc là, on a une photo des 4 femmes judo-espagnoles. Je ne sais pas en quelle année c'est, mais ça doit être dans les années 30, parce que une de ces 4 est ma grand-mère paternelle. On a un grand débat avec mes cousins. Il y a certains qui disent que c'est celle du droite, et d'autres disent que c'est celle du gauche. Et donc, c'est l'une des deux, et l'autre, c'est sa sœur. Et ensuite, on a cette photo, pareil, la cousine de mon père, elle ne savait pas du tout qui étaient ces deux dames qui apparaissent sur cette photo. Mais ce qui était curieux, c'est que de l'autre côté de la photo, il y avait ce texte. Alors, pour ceux qui connaissent, cette écriture s'appelle Solitreo. C'est une écriture cursive en judo-espagnol avec des lettres hébraïques très très difficiles à déchiffrer, comme vous pouvez voir. Et on a passé pas mal de temps à l'INALCO, on n'a pas pu tout déchiffrer, mais ce qu'on a pu déchiffrer est assez curieux. Je vais vous lire juste la fin, qui est la partie la plus claire. Esta noche echavos derecha, levantavos tu huerta, ce qui veut dire ce soir couche-toi à droite et lève-toi tordu. Donc on imagine que c'est une sorte de malédiction, mais on ne sait pas pourquoi ces deux pauvres femmes ont reçu cette malédiction terrible. Et voilà. Donc on va conclure. Je voudrais souligner que les judo-espagnols d'Orient à Buenos Aires représentent donc une communauté, je les ai appelés invisibles et à la fois fondamentale. Alors pourquoi invisibles? Car pendant des décennies, et peut-être même encore aujourd'hui, ils sont restés dans l'ombre du récit dominant de l'immigration juive, et juive en Argentine bien sûr, centré presque exclusivement sur l'expérience ashkénaze. Et en plus aussi, parce qu'ils se sont un peu mélangés dans, comme on a dit au début, dans ces groupes qu'on appelle séfarades, mais en fait où il y a plein d'origines et de cultures différentes. Et à la fois fondamental parce que, comme on a vu dans cette présentation, ils ont construit un réseau communautaire solide et actif avec leurs propres institutions, pratiques culturelles et formes d'organisation sociale. Grâce à des synagogues, des associations caritatives, des clubs, des cafés, et surtout à travers la vie quotidienne dans les quartiers tels que les centres Villa Crespo, Colegiales ou Flores, les judo-espagnols ont su conserver une identité spécifique, héritière du monde ottoman, du judo espagnol et des séfarades. Et j'ai pas mentionné, mais à côté de ces quartiers de Villa Crespo, ce qui est très curieux, se sont installés il y a 2 quartiers, donc Palermo et, c'est un grand quartier qui s'appelle Palermo, se sont installés des Turcs et des Arméniens, des Turcs musulmans et des Arméniens. Et donc, en fait, c'était comme un mini-empire ottoman qui s'était recréé, et ils se retrouvaient tous dans ces cafés Izmir, dont je parlais il y a quelques instants. Ces récits nous rappellent donc que l'identité n'est ni fixe ni homogène. Elle est le résultat des liens, d'adaptation et des décisions individuelles et collectives. En ce sens, l'expérience judo-espagnole à Buenos Aires est une histoire de résilience, de créativité et d'appartenance. Il s'agit d'une minorité au sein d'une autre minorité, qui montre les dynamiques et les processus de regroupement identitaire qui ont lieu lors de son adaptation à la nouvelle société en Argentine. À mon avis, dans les cas de judo espagnol d'Orient, le fait d'avoir appartenu à une société multilingue et multiréférencée au sein de l'Empire ottoman a facilité leur installation en Argentine. Merci beaucoup.